Écrivains, cinéastes, musiciens, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la genèse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction. Je suis Walid Ajar-Rachedi et j'ai le plaisir d'animer ce numéro de La Fabrique avec la journaliste et autrice Eva Tapiro. Bonjour Eva. Bonjour Walid. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mark Shepson. Homme de médias, il est le rédacteur en chef de la revue D'ailleurs et d'ici, après avoir lancé le magazine Respect. Mark Shepson est aussi passé par différentes fonctions dans des institutions culturelles. Il a notamment été membre de la commission diversité du CNC. On l'a découvert comme romancier avec Et je veux le monde, paru aux éditions J.C. Lattès en mars 2020 et paru en poche en octobre 2021. Un opéra aux airs d'opéra urbain mené au rythme du thriller, brut comme le désir. Chez Friction, on a eu le plaisir de publier sa mini-série Épidémique en juin 2020, un très beau texte dont l'adaptation en fiction sonore en français et en anglais s'est retrouvée en finale du Paris Podcast Festival. Bref, l'inspiration ne manque pas à Mark Shepson et c'est d'où vient cette énergie créative, ce désir d'embrasser le monde ou rien, Igo, dont nous aurons longuement l'occasion de discuter lors de cette émission. Merci Mark Shepson d'avoir accepté l'invitation et bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mark Shepson, on a une question qu'on pose à nos invités un peu traditionnelle. Quel est votre premier souvenir d'écriture ? Mon premier souvenir d'écriture, c'est d'abord des dessins, en fait. Je dessinais beaucoup quand j'étais petit, et petit à petit, j'ai mis des bulles. Donc, dans les bulles, j'ai écrit des mots. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et dans ces premières bulles, qu'est-ce qu'ils y racontaient ? Ah, c'était toujours des histoires très, très rocambolesques, pour le coup, avec des enlèvements, avec des histoires passionnelles, avec des crimes, avec... Bon, j'étais petit, hein, ça faisait un peu flipper d'ailleurs des fois, les gens qui le lisaient et tout, qui disaient quand même, il est bizarre, quoi. Mais voilà, et puis après, non, plus sérieusement, le vrai début d'écriture, c'est en Allemagne de l'Est, quelque temps après la chute du mur de Berlin. Oui, donc c'est une histoire passionnante, c'est d'ailleurs qui est peu connue, on entend peu parler de cette période. Non, c'était quelque chose une période très 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 forte. En fait, c'est ces périodes où on se retrouve témoin d'un grand événement historique sans s'en rendre compte. Voilà, c'est-à-dire la chute du mur était tellement pas prévue, y compris la veille, hein, que quand c'est arrivé, c'était comme une hallucination en fait. Voilà. Et puis bon, j'ai beaucoup voyagé en Allemagne de l'Est après, où il y avait notamment des résurgences de mouvements néo-nazis très violents et des attaques contre des migrants, ce qui fait que les gens qui vivaient dans les foyers de migrants ne sortaient plus de leur foyer, ou alors en groupe, ils se déplaçaient à une vingtaine, même pour faire leurs courses et tout, tellement ils avaient peur des agressions. Donc je suis allé vivre dans un de ces foyers un certain temps, et c'est là que j'ai commencé à écrire, à écouter d'abord, et à avoir envie de raconter. Donc vous êtes journaliste autodidacte, et c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans vos biographies, on sent que ce désir d'affirmer aussi que vous êtes passé par des chemins qui n'étaient pas forcément balisés. Et donc c'est suite à cette expérience en Allemagne que vous êtes revenu en France ensuite pour fonder Respect Mag, n'est-ce pas ? Oui, c'est-à-dire que effectivement, autodidacte, je mets ça en avant, c'est pour moi quelque chose de très très important, parce que je ne suis donc pas du tout passé par le parcours scolaire, encore moins universitaire, et bien sûr encore moins grandes écoles, etc. Et que finalement, cette expérience fondatrice en Allemagne m'a permis de pouvoir publier en France. Parce que si avant j'avais envoyé des écrits, vu mon CV, je veux dire, personne ne les aurait lus. Voilà. Donc ça a été une expérience vraiment fondatrice. Et quand je suis revenu en France, j'ai d'abord travaillé pour la revue de l'Institut du monde arabe. Et puis un peu aussi dans la presse économique, dans plusieurs choses comme ça. Et puis, je me suis beaucoup ennuyé dans tout ça. D'accord. En fait. Et j'avais envie de
de créer un média qui bouscule, qui interpelle la société sur ses préjugés, sur ses enfermements, sur ses balbutiements, ses bégaiements, comme ça, de vieilles histoires. Et donc, du coup, je me suis dit, le mieux, en fait, c'est de créer un média et pas de chercher à en inclure un. D'où la création de Respect Mag, qui a failli démarrer en 2001, et puis le 11 septembre a tout annulé, parce que tous les partenaires ont dit c'est pas le moment, alors que bien au contraire, ça l'était encore plus. Et donc il a finalement démarré en 2003. Voilà. Et mon souvenir assez personnel là-dessus, c'est qu'à cette époque-là, donc en 2003-2004, je me rappelle très bien des couvertures de Respect Mag qu'on voyait dans les RER et tout. Je me rappelle que ça m'avait beaucoup marqué parce que c'est vrai qu'on avait peu l'habitude de voir traiter ces thématiques-là, voilà, autour des questions d'identité, société multiculturelle. Et rien que de voir en fait écrit certains mots, on a l'impression qu'il y avait quelque chose presque de l'ordre du blasphème. Donc c'est cette idée-là de transgression. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti très vite au début ? Très fort, ouais. Très fort. C'est vraiment le mot. C'est vraiment le mot. C'était du blasphème, c'était de l'obscénité. Voilà, c'était de l'obscénité, c'est-à-dire que oser dire race avec tous les guillemets et toutes les explications possibles, oser dire noir, oser dire musulman, oser dire juif, oser dire... Tout ça était vraiment ressenti comme une obscénité, d'autant plus quand la personne qui prononçait ces mots pour transmettre un message était elle-même justement issue de ces composantes, etc. Là, c'était doublement obscène, parce que c'était un signe d'irrévérence totale. Mais c'est pour ça que c'était aussi une énergie extraordinaire, parce que ce sentiment-là, cette réalité-là, était extrêmement stimulante. Oui, parce que forcément, ça génère aussi des interactions. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par Respect Mag et qui sont allées ensuite dans plein de directions créatives assez différentes. Beaucoup, absolument beaucoup. C'était un incubateur finalement de talents autour de l'écriture. Oui, et dans plein de domaines, vraiment dans plein de domaines, la littérature, le journalisme, mais aussi le cinéma, mais aussi la musique, mais aussi la mode, mais aussi la sociologie. Enfin, ça a été un vrai incubateur. Et ce que vous disiez tout à l'heure à propos des affiches de Respect Mag, c'est quelque chose qu'on me dit encore aujourd'hui. Des fois, il y a des gens que je croise dans la rue qui me disent ça. Ils me disent, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça a fait du bien. Parce que justement, le but, c'était pas de rester dans un circuit associatif ou militant. C'était d'interpeller la société, donc d'être visible et audible. Et donc, effectivement, de s'afficher le plus largement possible dans les kiosques, les RER, les gares, etc., les parkings. On avait des grands panneaux dans les parkings aussi, etc. Et c'était extrêmement important parce que le but, c'était effectivement de provoquer une sorte d'électrochoc et de faire en sorte que... Bon. Mais il me semble que le sous-titre de la revue, c'était « Bousculer les imaginaires ». En tout cas, il y avait cette idée d'imaginaire. Oui, voilà. Il y avait décoloniser nos imaginaires, ce qui était important par rapport à les imaginaires, parce qu'on s'incluait dedans. Bon, d'accord. Oui. Voilà. Et puis apprendre à vivre ensemble, qui était une subtilité par rapport à un terme vivre ensemble qui veut pas dire grand chose. Apprendre, ça suppose qu'il y a un travail. Là, on parle effectivement de vos débuts dans le journalisme, de la création d'un média, de ces enjeux, effectivement, de votre engagement sur les questions de la France plurielle. Mais aujourd'hui, on vous reçoit surtout en tant que romancier. Effectivement, cette transition-là du journalisme vers le roman, du réel vers l'imaginaire, comment est-ce que ça se fait ? Je veux dire, déjà, comment ça se fait dans sa tête, puis comment ça se fait dans le style d'écriture ? Alors déjà, moi, je me suis jamais considéré comme journaliste, déjà. Mais vraiment jamais. J'ai eu le sentiment d'être devenu journaliste par une suite de rencontres, notamment ce que je vous ai raconté sur la Mindless, par exemple, puisque ces travaux ont été publiés, mais ils n'étaient pas faits pour être publiés. Et en fait, l'imaginaire, déjà dans mon travail sur des créations de médias comme Respect Mag, avait aussi une place, par exemple, par le visuel, qui pour moi était extrêmement important. Et j'ai toujours pensé que l'image racontait autant que les mots.
Et donc l'image pouvait apporter justement une dimension d'interprétation et d'imaginaire. Et ensuite, je dirais que je me suis retrouvé embarqué pendant quand même près de 20 ans dans toute cette histoire de Respect Mag, parce que ça a quand même duré très très longtemps. Mais que moi, personnellement, j'ai toujours eu envie de... Enfin, je suis quelqu'un qui a besoin d'imaginaire. Moi, je ne peux pas vivre que du réel. Si je vivais que du réel, je serais mort, clairement. Donc j'ai besoin de... Voilà, j'ai besoin de l'imaginaire. Et dans ce besoin-là, il y a... J'ai fait de la musique, j'ai fait des tas de choses, et notamment l'invention d'histoires, de personnages, a toujours été quelque part dans ma tête et tout. C'était juste le temps, en fait, qui me manquait pour pouvoir... voilà. Or, aujourd'hui, c'est clairement mon activité qui passe avant toutes les autres, pour moi, et voilà, le reste passe après. C'est-à-dire que si j'ai pas ça... ça va pas. Il faut que je puisse être dans ces histoires-là. Et c'est marrant ce mot, c'est parce que c'est un choix de mots imaginaire. Ça pourrait être fiction, ça pourrait être autre chose. Vous l'utilisez souvent, en fait. Vous l'avez utilisé dans une interview récemment. Vous dites c'est pour questionner la société. Vous avez besoin d'imaginaire. Et c'est un mot qui revient dans votre biographie, sur votre site. Qu'est-ce que la fiction, pour vous, apporte ? Qu'est-ce que l'imaginaire apporte de plus au récit journalistique, à la sociologie, à l'histoire ? Qu'est-ce que ça apporte ? Pour moi, ce qu'apporte effectivement l'imaginaire ou la fiction, c'est un bousculement des certitudes, des consciences, des fantasmes, des préjugés ou des post-jugés, on pourrait dire ça peut-être. Voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus viscéral, quelque part, beaucoup plus à fleur de peau. En tout cas, en ce qui me concerne. Voilà. Personnellement, il y a vraiment des livres, des films, des musiques qui ont totalement bouleversé ma vie. Beaucoup plus, en fait, que des situations du réel. Enfin, de manière beaucoup plus durable. Et donc voilà, après, c'est pas une règle, c'est pas, etc. C'est juste une expérience personnelle. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de ces moments où je vis avec mes personnages, c'est-à-dire qu'ils habitent en moi pendant toute la période des Je veux le monde. Je pense que j'ai vécu, notamment avec Samba, 24 heures sur 24, quoi. Et quand j'étais dans le métro, ce que je voyais, parce que j'aime beaucoup les transports, donc j'adore les transports. Ça se ressent d'ailleurs dans Je veux le monde, il y a beaucoup de belles scènes de métro. Le métro, pour etc. moi, c'est, voilà, je regarde, j'écoute, et souvent je voyais des choses, et j'essayais, c'est même pas que j'essayais de les voir avec les yeux de Samba, c'est que je les voyais et je les ressentais avec son histoire à lui. Et ça, ouais, pour moi, c'est des moments magiques. Alors c'est drôle justement comme on parle de Samba. Alors dans la même interview sur Africulture, vous dites 80% du texte est une fiction pure. Il n'y a rien de journalistique, mais je voulais que dans le réel comme dans l'inventé, ces personnes rencontrées ne se sentent pas trahies. Certaines m'ont par exemple dit ce n'est pas notre enfant du tout. Si c'était le cas, il pourrait raconter les choses ainsi, etc. Qu'est-ce que c'est d'être trahi par la fiction ? Comment on peut être trahi par la fiction ? Alors, il y a différents types de fiction. Je pense que quand on est dans une fiction qui va, entre autres, pas uniquement ça, mais entre autres, évoquer des situations particulières, des contextes particuliers. J'en prends deux qui sont présents dans Et je veux le monde. La question de l'autisme, d'une part, et la question du vécu de plusieurs jeunes dans un quartier populaire qui se confrontent à une gentrification et donc à la présence de l'argent qui arrive subitement. Puis il y a aussi le thème du désir, je pense que c'est quand même un des grands thèmes. Ouais, voilà. Grand thème mais ça, du roman. je le disais parce que je trouve que c'est sous-jacent et puis que voilà, voilà. Mais c'est un thème aussi très important. Le thème du désir, heureusement, je le connais.
thème, vu que j'anime beaucoup d'ateliers avec des adolescents uniquement en fait dans des quartiers populaires. Oui. C'est quelque chose que je connais parce que je m'y investis beaucoup et que ça me fait vibrer. En fait, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Par contre, par exemple, je ne connaissais pas du tout la problématique de l'autisme. Donc j'ai eu envie, effectivement, de rencontrer des jeunes autistes, des jeunes parce que mon personnage est jeune et ado, hein, de rencontrer des familles, de rencontrer des éducateurs. J'ai eu envie de, comment dire, soit j'invente quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas l'autisme, et là je suis complètement libre. À partir du moment où je convoque aussi ça, il y a quand même des gens qui connaissent cette situation, qui vont me lire, et j'ai quand même envie de savoir de quoi je parle. Après, j'en parle comme je le sens, mais j'ai envie de savoir de quoi je parle. Et donc, les jeunes, les quartiers, tout ça, etc., c'est quelque chose que je connais, l'autisme donc j'ai passé un long moment à aller faire ce type de rencontre. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de courriers après, dont celui qui est cité dans Africulture, d'une mère qui me dit c'est incroyable parce que mon enfant ne ressemble d'une certaine manière en rien à Samba. C'est pas le même milieu social, c'était une famille plutôt bourgeoise, plutôt aisée, etc. Dans une ville de province, on n'est pas dans un quartier populaire de Paris. Et pourtant, instinctivement, elle ressentait des choses dans ce qu'il disait comme étant très proche de ce qu'aurait pu exprimer son fils, qui par ailleurs a appris, ça c'est assez extraordinaire, qui a appris toutes les répliques de Samba dans Les Je veux le monde, qui les connaît par cœur et qui les déclame. Voilà. C'est assez fort. Et c'est quelque chose, je pense, que je ne serais pas arrivé à faire non plus spontanément. On peut pas se déclarer. Voilà, faut quand même apprendre à connaître. Ce que vous dites sur la question de l'autisme, c'est intéressant, notamment la question de la représentativité, la représentation dans la fiction. Parce que ces dernières années, on a un certain nombre de personnages présentés comme neuroatypiques, autistes, etc. Et aujourd'hui, on a en fait des sortes de super-héros. Donc, par exemple, la série là, sur TF1 s'appelle comment ? Haut potentiel, HPC. Ah oui, HPI, pardon. Oui, HPI. Moi, une série que j'aime beaucoup sur Netflix s'appelle Atypical. Donc, c'est avec un personnage de Sam qui est très touchant et qui est passionné par l'Antarctique et qui, à un moment donné, veut vouloir y aller, etc. Et puis, on suit ses difficultés scolaires au lycée et puis à l'université. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois dans le désir de représenter des gens qui ne sont pas représentés, justement, d'en faire des super-héros malgré eux, et puis aussi, du coup, de culpabiliser peut-être des personnes qui, elles, peut-être rencontrent des difficultés plus grandes ou différentes. De la même manière qu'aujourd'hui, par exemple, on érige la figure de la femme forte. Donc, toutes les femmes devraient être fortes, c'est une sorte d'injonction à la power woman, superwoman, etc. Bon, ce qui est très bien de mettre en avant ces exemples, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de renversement parfois qui peut être aussi difficile à porter pour les gens concernés ? Ah ben alors ça complètement. Alors là, je suis totalement en phase avec ça. L'autisme est considéré par certains comme un handicap et d'autres refusent totalement ce terme de handicap. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les expressions d'un handicap passent par ce mythe du super-héros. On le voit constamment avec les Jeux paralympiques, par exemple. C'est-à-dire qu'on est en extase devant les prouesses de ces super-héros, sans jamais réfléchir au quotidien des 99% qui sont des citoyens de cette société, une société validiste, excluante, et qui ne fait rien, en fait, pas pour ces gens, mais pour faire avec eux. Pas pour les gens, on ne fait pas pour. On fait jamais rien pour les gens. On fait avec. Sinon, voilà, on fait contre. Et effectivement, cette espèce de truc du super-héros, c'est un exutoire pour donner bonne conscience à beaucoup de gens. Samba n'est absolument pas un super-héros. Il a beaucoup de faiblesses et il est. C'est avant tout un être vivant avec un émotionnel extrêmement fort. Voilà, l'autisme, c'est ça aussi. C'est un décuplement comme ça
des émotions. Et c'était ça que vous cherchiez dans la création de ce personnage ? Comment il vous est venu En fait, je me suis tourné vers la problématique de l'autisme parce que je parlais d'un territoire où les identités de groupe sont extrêmement fortes. Elles sont sociales, elles sont générationnelles, elles tiennent à la couleur de peau aussi. Tout ça crée des identités très marquées, en fait, et les gens se vivent de cette manière-là pour beaucoup. Et moi, je cherchais un personnage central qui ne puisse adhérer à aucune identité de groupe, quelle qu'elle soit. Et surtout qui, limite, ne soit pas capable de les lire, en fait. Oui, absolument. Il ne les comprend même pas. D'ailleurs, les groupes, déjà, il y a quelque chose qui, pour lui, est quelque chose de totalement absurde. Il ne comprend déjà pas ça. Quand il voit un groupe, c'est quoi ? Donc, je trouvais vraiment intéressant d'avoir ce personnage-là qui ne pourrait jamais rentrer dans ce jeu des groupes, des identités, etc. Comme on l'a dit juste avant, vous êtes très engagé sur les questions de la France plurielle. Et forcément, quand on est concerné par ces sujets-là, il peut y avoir la tentation de faire des personnages, une sorte de porte-parole, des archétypes. Comment est-ce qu'on résiste à la tentation de ne pas faire justement de ces personnages des sortes de super-héros archétypaux, au contraire, pour les comportements qu'on a envie de dénoncer, des super méchants un peu caricaturaux ? Parce que quand on aime ces personnages, on ne peut pas en faire des héros ni positifs ni négatifs. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Ça, c'est de la masturbation d'auteurs qui cherchent à fabriquer comme ça des... non, quand on aime quelqu'un, quand on est touché par quelqu'un, quand on est porté par quelqu'un, on est porté par tout ce qu'il est. Et surtout pas, on n'en fait surtout pas des mythes. Et surtout pas des représentants. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très important. D'ailleurs, il y a plusieurs personnages dans Je veux le monde, puisque c'est ce qu'on appelle un roman choral. Il y a un personnage qui s'appelle Eros, qu'on voit très peu au début. En fait, c'est presque une ombre comme ça, et puis qui petit à petit prend une place très importante dans le livre. Et par exemple, je ne peux pas dire précisément sur quoi, parce que ça dirait la fin du livre, et ça serait quand même dommage. Mais il y a des gens très proches, par exemple, qui ont été très perturbés par cette fin, et qui me disaient, oui, mais qu'est-ce que les jeunes noirs vont en penser ? Ah oui. Et moi, j'en disais, mais très franchement, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mon problème n'est pas qu'on pense du bien ou du mal de mon personnage. D'ailleurs, à ce sujet, puisqu'on parle effectivement de déjouer, on va dire, les schémas, ou en tout cas de ne pas forcément aller là où on vous attend en tant qu'auteur. Typiquement, dans le roman, il y a, on va dire, une sorte d'affrontement entre, d'un côté, Louis Walter, qui est un ambitieux maire populiste, puis de l'autre, un duo sulfureux, la gauche dite culturelle, donc avec Lascrime et Rigal, donc qui se disputent en fait un peu cet espace symbolique qui est une esplanade parisienne, un peu cet espace d'entre-deux-mondes. Donc un espace de toutes les frictions, alors autopub, vous m'en voudrez pas. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, en lisant, je me suis dit que finalement, vous étiez plus dur avec cette gauche dite culturelle qu'avec les gens de l'extrême droite. Alors, ces personnages, pareil, pour moi, ils ne représentent pas la gauche culturelle. Ils en sont effectivement des figures très importantes dans le livre, c'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui ont effectivement une implantation à la fois locale et nationale, et qui représentent effectivement des figures. Mais ça, c'est leur aspect extérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur contradiction intérieure, c'est ce qui se passe dans leur tripes, dans leur ventre, dans leur tête, dans leur sexe, tout ça. C'est ça, en fait, qui m'intéresse. Et de voir comment, en fait, il y avait ils connaissaient une sorte de, y compris de perversion de leurs idéaux affichés. Oui, parce que ce qui est assez perturbant et qu'en même temps on sent que ça touche quelque chose d'assez juste, c'est notamment ce côté, en fait, au Brésil, on appelle ça la porno-misère, c'est le terme d'un sociologue brésilien qui parlait de ça au sujet du cinéma, donc c'est une sorte d'esthétique de la misère et cette volonté de montrer en très gros plan la souffrance d'autrui. Alors,
On pourrait discuter longuement des raisons de ça, mais en tout cas, là-dessus, vous appuyez assez fort. D'où ça vous est venu? Pourquoi est-ce que ça vous semblait important, justement, d'un point de vue intime, de raconter ça? Parce que comment dire, j'ai été pendant plusieurs années témoin effectivement de personnes connues ou inconnues dans le milieu artistique, notamment théâtral, cinématographique ou chorégraphique, etc., qui avaient une sorte de fascination et de sexualisation de la misère. Voilà. Parce que si vous voulez, en gros, dans le quartier où je parle, où se côtoient des populations donc extrêmement différentes. Il y a de l'exaspération, il y a de la peur, il y a du fantasme, il y a du désir, il y a du rejet. Tout ça coexiste, en fait. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est d'évoquer tous ces aspects-là, y compris ceux qui peuvent être les plus dérangeants. Voilà. Donc, et une fois de plus, je fais vraiment pas de mes personnages des figures de proue d'une catégorie sociologique ou etc. Mais voilà, il y a des manières de fantasmer l'autre. Il y a quand même, par exemple, des auteurs ou des metteurs en scène qui ont une telle jouissance, et j'emploie le mot à dessein, à vous raconter leur manière d'avoir travaillé avec des Roms, des gens du voyage, des migrants, tout ça, etc. Excusez-moi, mais moi, ça me laisse rêveur. Oui, très clairement. Ouais, en tout cas, entre le rêve et le cauchemar, disons que la limite, elle est assez fine. Enfin, disons que le rêve des uns, c'est le cauchemar des autres. On parlait juste avant de la question de la colonisation. On sent que la question de l'histoire, avec un grand H, aussi un thème qui vous est très cher. Cette année, vous avez coordonné l'écriture du livre « L'histoire de l'esclavage et de la traite négrière », sorti chez Flammarion aux éditions Librio. Donc 10 nouvelles approches pour donner la parole à des chercheurs, des historiens, des experts sur une question qui est peu traitée. Alors, peu traitée depuis le prisme français, parce que depuis le prisme américain, on en parle et beaucoup. On a l'impression que c'est un sujet qui concerne que les États-Unis. C'est un succès d'édition, puisque c'est dans le top 5 des ventes des Librio, notamment à destination des publics scolaires et enseignants. Du coup, comment est-ce qu'on s'y prend pour réaliser un travail comme celui-ci et aussi, pourquoi est-ce que c'est si important d'écrire un livre comme celui-ci aujourd'hui? Ben, comme je vous le disais, donc, je fais beaucoup d'ateliers avec des ados et des jeunes adultes. Je ne travaille pas du tout avec les enfants, ados et jeunes adultes. Et il y a clairement un besoin d'histoire. Il y a un besoin d'histoire parce que il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été transmises, ou trop peu, ou très mal transmises. Et donc, si vous voulez, les gens ne sont pas rattachés ne sont pas suspendus dans les airs. Ils cherchent un fil. Voilà, ils cherchent un fil. Et donc, quand il n'y a pas de transmission de l'histoire, on se fabrique sa propre histoire des choses. Et avec le danger qu'il y ait beaucoup de choses fausses, du coup. Tout à fait. Tout à fait. Et beaucoup de choses fausses, fantasmées. Bien entendu, ce réflexe à la fois très humain et totalement idiot, mais très humain aussi, c'est qu'on va chercher des coupables. Et que les coupables, comme par hasard, c'est un peu toujours les mêmes. Voilà. Donc, moi, je trouvais très important qu'il y ait un outil à disposition des jeunes, et puis surtout de tous les gens qui travaillent avec les jeunes, qui ont aussi peu de ressources en France sur la question française. Donc, effectivement, on a travaillé avec les équipes d'ailleurs et d'ici, avec des chercheurs, des historiens français, suisses, Pascal Blanchard, Maboula Somaoro, Aline Helg, Myriam Kotias, j'en passe, Doudou Dienne, voilà, beaucoup de gens tout à fait passionnants. Et chacun a traité un thème dans un chapitre, 10 chapitres qui sont vraiment des amorces pour comprendre et qui n'évacuent rien de ce qui peut être dérangeant une fois plus dans cette histoire, notamment les prolongements jusqu'à aujourd'hui.
Marc, on va vous laisser nous lire un bel extrait de ce roman. Donc, Et je veux le monde, aux éditions Lattès, qui vient de sortir en poche au mois d'octobre 2021. Donc je vous laisse la parole, je vous laisse nous lire un bel extrait. On se fait une terrasse ? Allez, ok, mais dans ton coin. En même temps, on n'est pas très loin l'une de l'autre. Hein. Non, mais je ne sais pas si tu as déjà calculé, il y a une vraie frontière quand même. Ok pour une terrasse dans mon coin. Tu me feras voir des touristes, ça me changera de décor. 20h ? 20h, vendu. Chez le beau Mario, c'est la meilleure pizza du quartier, tu vas adorer. 2 stations de bus à pied. Aïssatou aime remonter cette rue, en partant d'Abidjan et Grand, la boutique du tailleur. Première sensation. Les visages connus s'estompent, les signes de la main aussi. Peu à peu, les demandes se font plus rares. Je ne vous dérange pas, les regards moins assurés, plus interrogatifs. C'est elle la directrice ? Quelques centaines de mètres encore, et la voilà presque anonyme. Là où l'espace se dessert un peu, où les corps et les odeurs, les parfums se frôlent de moins en moins. Là où les gestes se permettent plus d'ampleur, les attroupements d'enfants moins compacts, plus rares et moins de rire aussi. La rue se fait plus sérieuse, plus convenue, plus centrée surtout. On ne regarde pas les vitrines de la même manière. Aïssatou se glisse. Elle se balade d'un monde à l'autre. Sa démarche évolue, moins speed, moins tendue. Elle s'arrondit en remontant la rue, laisse son regard flâner. La clameur des terrasses n'est pas la même non plus. Elle forme un brouhaha plus indifférencié. En bas, lorsqu'ils sont dos au mur, les ados se racontent. Et lorsqu'ils sont posés à l'entrée d'une échoppe, les adultes commentent la rue. Des voix, des sons fusent en tranchant l'espace. Ils ne se noient pas. Ils jaillissent. Aïssatou arrive sur la charmante petite place passée au crible des iPhones, smartphones et même de quelques résistants, des appareils photo, des vrais. Elle aperçoit le sourire de sa copine, attablée chez Mario, le premier roi de la calzone, le beau, oh oui, le beau Mario. Et rien qu'en approchant, les papilles s'éveillent au charme de la tomate grillée mêlée à l'origan et au fromage fondu. Tout un univers latent. Aïssatou s'assoit. Mieux, elle se pose et apprécie l'instant. Waouh, c'est exactement ce qu'il me fallait. Bravo pour cette lecture. En tout cas, on était vraiment dans l'ambiance de ces lieux entre plusieurs mondes. Que vous écrivez si bien. C'est la frontière là dans cet extrait. Alors il y a des extraits dans votre livre, il y a des passages plus flamboyants et plus violents sur cette frontière, mais là on sent quand même bien la différence entre 2 mondes sur un passage en quelques rues. Oui. Et ça on le connaît tous en fait, on a tous vécu, on sait ce que ça veut dire. Et pour Aïssatou, elle passe d'un endroit qui est pour elle, qui est chez elle en fait, qu'elle aime, elle connaît les gens, c'est agréable, mais dans son travail, mais dans le poids et la pression qu'elle a sur les épaules, aller dans le quartier qui est plus bourgeois, qui est plus simple, lui fait du bien aussi à ce moment-là. Bien sûr, elle a besoin d'ailleurs. Elle est directrice de l'espace jeunesse dans le quartier le plus pauvre de l'arrondissement. Elle gère tous les espoirs, tous les désespoirs, toutes les violences, toutes les envies, tous les rêves ou les absences de rêves de ces jeunes. Elle gère les relations avec la police, qui sont extrêmement rudes, extrêmement violentes. Et c'est vrai que ce sentiment qui a priori est quelque chose de très simple, remonter une rue, avec la sensibilité d'Aïssatou et ce qu'elle est en train de vivre, puisqu'elle est entre autres confrontée à des rixes entre 2 bandes de jeunes qui sont ultra violentes, où il y a des morts, etc. Et ben c'est quelque part en fait la font onduler d'une certaine manière vers un autre lieu, une autre ville qui est juste quelques mètres plus loin. Et effectivement, cette carte postale avec les touristes et leurs smartphones, tout ça, etc., le beau Mario, la pizza, tout ça, etc., c'est un univers qui devient l'univers de rêve tout d'un coup, alors qu'il est à portée de main. Et ça fait un peu partie, pour moi en tout cas, des sujets dont vous parliez tout à l'heure, des sujets qui sont un peu gênants parce que parfois on ne veut pas aborder cette chose-là parce que
il y a une forme de trahison de son quartier, une forme d'aller vers le confort auquel nous on a droit, peut-être pas les autres. C'est difficile ce passage-là aussi. Oui, mais alors là, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de mythologie aussi là-dessus, beaucoup. Moi, je pense que chaque individu a besoin de faire son propre parcours, son propre chemin. Ça peut être intellectuel, ça peut être créatif, ça peut être aussi justement dans le fait de quitter un espace pour quelque temps ou pour toujours. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Ces histoires de trahison. Moi, je vais vous dire, hein, je suis né, j'ai grandi dans un quartier, j'y vis plus aujourd'hui, et c'est mon choix. Et j'ai fait le détour par Berlin, justement, pour revenir au centre de Paris. Donc voilà, vous voyez, comme quoi les choses sont des fois plus compliquées pour certains que pour d'autres. Mais en tous les cas, j'aime pas du tout cette assignation comme ça des gens, de certaines personnes qui devraient rester, soit pour souffrir, soit pour être victimes, soit pour être des héros et se battre. Comme si c'était à eux de prendre en charge quelque part des lieux où c'est eux qui doivent être démissionner. responsables. Alors moi, en fait, je voulais parler surtout dans le livre du côté opéra urbain, en fait, et de l'image et des sons. Je sais que c'est une image qui est revenue plusieurs fois. Enfin, le terme opéra urbain, apparemment, c'est quelque chose qui vous plaît. Dans votre roman, on a beaucoup de sons. Il y a aussi beaucoup de passages musicaux, on va dire. Hein. Vous écrivez vraiment les paroles des chansons. Et il y en a certaines qui reviennent comme ça, d'autres moins, mais il y en a certaines qui reviennent aussi. Est-ce que vous travaillez comment vous travaillez cette écriture musicale comme ça? Est-ce que c'est instinctif ou est-ce que vous la travaillez vraiment beaucoup? C'est très instinctif et cette histoire d'opéra, en fait, je l'ai fait lire à une libraire et donc elle l'a lu et elle m'appelle et elle me dit mais en fait vous avez écrit, parce que je ne le connais pas bien, vous avez écrit un opéra. Et alors je me suis dit voilà autre chose, un opéra bon. Et en fait ce qui lui a fait dire ça, c'est effectivement ce cadre extrêmement cerné, hein, puisque presque tout se passe sur une esplanade. Le rôle des musiques dont les paroles viennent sont comme une sorte de chœur, effectivement, qui ponctue le... Et puis on va dans une dramaturgie et qui se transforme en drame, en fait, voilà. Et tout ça lui faisait penser à un opéra et aussi donc, le côté irrémédiable, c'est un mot que vous aimez bien. Ouais, c'est le côté irrémédiable, qui est effectivement un mot que j'aime bien. Et donc, du coup, ce qui m'a plu dans ce terme d'opéra, c'est que c'était pas un terme marketing, c'était vraiment un ressenti qui m'a étonné d'abord, et puis finalement dans lequel je me suis vachement reconnu quand elle m'a expliqué pourquoi. Donc voilà. Mais donc l'écriture n'est pas, ça vient vraiment de vous, quoi. C'est quelque chose qui est naturel pour vous d'écrire de cette façon instinctive, quoi. Oui, instinctive. Après, il y a un travail dans toute chose, dans les choses instinctives. Bien sûr. Mais c'est un élan, quoi. Ouais, c'est un élan. Et en fait, j'aimais bien aussi essayer d'imaginer les musiques qui pouvaient trotter dans la tête de chacun des personnages, qui sont donc du coup très différentes. Oui. Mais voilà, je trouvais que ça les racontait. C'était aussi une manière, à travers les textes des chansons qu'ils écoutent ou qui se répètent, une manière pour eux peut-être de dire des choses qu'ils n'auraient pas dit à la première personne. Et moi, c'est en ça d'ailleurs que ça m'a pas fait penser à un opéra, mais ça m'a plus fait penser à une comédie musicale en fait. Ouais. Parce que souvent, c'est ce que les personnages utilisent. Ils ont leur réel et ils utilisent le moment chanté pour dire ce qu'ils ne disent pas d'habitude. Comme cette écriture, elle est instinctive de la musique, etc., je me demandais, qu'est-ce que vous avez l'impression que ça ajoute, en fait, dans l'écriture du récit? Parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a aussi beaucoup de sons, en fait. Vous racontez beaucoup, c'est très sonore. Vous racontez beaucoup les bruits, même de voitures, les pchites. Enfin, on a vraiment l'impression d'y être. Qu'est-ce que c'est pour vous, cette écriture du son? Qu'est-ce qu'elle change? Je trouve qu'il y a quelque chose de sensoriel et de sensuel dedans, en fait.
les images, mais aussi les sons, effectivement, et que je trouve que c'est une belle manière finalement de raconter ce qui se passe à l'intérieur des gens d'une manière peut-être assez pudique, de restituer ce qui les frôle comme ça, parce que bien entendu il y a plein de sons différents, donc celui qu'on va noter, c'est qui raconte quelque chose de vous, si vous interpelle celui-là à un moment particulier. Donc c'est une manière de vibrer avec mes personnages, quoi. Alors pour moi, il y a vraiment quelque chose de très cinématographique là-dedans. Certes, on est dans un roman, dans un espace littéraire, mais vous avez vraiment une vision, on va dire, cinématographique de l'écriture. Tant mieux si c'est le cas. Pour moi, le cinéma est quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose de très important. J'adore les images. J'aime rentrer dans une salle et me laisser porter, quoi. J'aime, en tous les cas, que la musique ne soit pas un accompagnement esthétique. J'aime qu'elle bouscule le récit. Je vous donne 2 exemples complètement inverses, pour le coup. Si vous regardez, par exemple, Casino de Scorsese, il y a de la musique quasiment tout le temps. Ça s'arrête quasiment pas. Voilà, mais vraiment... ça virevolte, ça, des fois très fort, des fois plus... Voilà. Pour moi, un très très grand film. Et un autre très grand film, je prends l'exemple d'Une séparation, le film iranien, Bien sûr, oui. où il n'y a aucune musique, sauf quelques notes de piano sur le dernier plan. Et je trouve que c'est pareil que Casino. C'est-à-dire, pour un, c'est vraiment l'occupation permanente de l'oreille par le rythme et les sons. Pour l'autre, c'est vraiment 3 petites touches comme ça qui concluent un récit. Dans les 2 cas, c'est très particulier. Voilà. Et ça, par exemple, ce sont des utilisations de la musique dans le cinéma que j'aime beaucoup quand ça raconte quelque chose. Ça vous donne envie d'adapter votre livre au cinéma ? Ouais, carrément. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est l'adapter au théâtre. Ça supposerait qu'il y ait effectivement une esplanade. J'aimerais aussi qu'il y ait un chœur, pour le coup, qui chante les chansons. Bon, voilà. Donc c'est un spectacle. Mais au cinéma, ouais, bien sûr. Effectivement, là, on a beaucoup parlé de ces formes hybrides, de vos influences cinématographiques, musicales. Pour autant, vous êtes romancier. Aujourd'hui, le roman continue d'avoir une valeur culturelle importante et une place très particulière dans le paysage culturel, en particulier dans le paysage culturel français. Est-ce que vous avez envie de continuer à écrire des romans ? Est-ce que pour vous, ce genre continue à être central dans votre création et puis dans la création en France ? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui devient de plus en plus élitiste et déconnecté des goûts finalement en commun ? Oui, sûrement. En même temps, moi, ça m'est un peu égal d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai besoin d'écrire, quoi. C'est quelque chose... ça fait vraiment partie de ma vie maintenant. Je suis en train de travailler à un nouveau texte, là. Donc j'ai écrit une dizaine de pages simplement, mais moi, je suis très lent. Donc quand je me mets à écrire, ça veut dire qu'il y a un long processus qui peut durer des mois, voire des années, des fois, etc. Donc je commence à écrire quand j'ai une histoire jusqu'à sa conclusion. Ah oui, quand vous avez le synopsis, vous avez vraiment du début à la fin. Alors je n'écris pas le synopsis parce que je trouve que c'est trop sec et tout, mais il faut qu'il soit dans ma tête. Vous avez plutôt une vision plutôt macro, parce qu'il y a chez les romanciers, il y a 2 écoles. Hein. Il y a les macros et les micros. Donc les macros, ils ont plutôt une vision des chapitres et de l'enchaînement des actions. En gros, ils voient la manière dont l'histoire se déroule. Et puis vous avez micro, plutôt des gens en tout cas qui racontent, se laisser porter par le fil de la plume. Oui, qui racontent scène par scène. Voilà, en tous les cas, voilà, là, ça y est, je suis maintenant dans la phase d'écriture. Et comme c'est un récit qui se passe dans un contexte totalement différent, puisque ça se passe au Pays Basque, et voilà, je l'écris, j'irai finir de l'écrire là-bas, sur place. D'accord. Et quand vous dites que vous avez écrit 10 pages à peu près là, justement par rapport à ce que disait Walid, qu'est-ce que vous avez écrit ? Vous avez écrit le début, vous avez écrit une scène, vous avez écrit... par quoi vous commencez ? Par quoi je commence ? Tant que j'ai pas de titre, je peux pas écrire.
D'accord. Donc vous cherchez le titre. Il me faut absolument... Non, no spoiler, on va pas savoir le titre. L'histoire, d'abord au personnage, etc. Et ensuite, pour passer à l'acte, il me faut un titre. Parce que c'est la première chose qui va apparaître sur la page. Et si elle n'apparaît pas, je ne peux pas commencer. Donc voilà. Donc j'ai mon titre. C'est un acquis, c'est déjà une bonne chose. Et puis j'ai un peu la double vie des personnages qui existent. Parce que je m'intéresse quand même beaucoup au côté obscur des gens. Donc j'ai besoin de savoir qui sont ces personnages, comment ils se présentent à la société. Mais j'ai aussi besoin de savoir qu'est-ce qui les travaille à l'intérieur et comment ça rentre en conflit. Voilà. Donc là, une fois que j'ai tout ça, je peux commencer. Donc là, ça y est, je suis dedans. Écoutez, en tout cas, nous, on a hâte de lire ce nouvel opus. Mais en attendant, évidemment, on recommande la lecture de Et je veux le monde qui vient de sortir en poche. Moi, je tiens particulièrement sur ma poche parce que pendant très longtemps, j'avais pas les moyens d'acheter des livres en grand format. Donc, je trouve que sortir en poche, c'est un truc incroyable. Quoi. Ben oui, le livre de poche, c'est sûr que c'est tout ça, quoi. Moi aussi, pendant très longtemps, j'avais que des livres de poche, j'avais rien d'autre. Donc, c'est vrai que c'est... Et puis, je dois dire que voilà, le roman initial est quand même sorti 2 jours ou 2 jours avant la fermeture des librairies, confinement. Donc, vous avez pris le confinement bien comme il faut, quoi. Voilà. Donc le fait qu'il y ait une ressortie et en plus en poche, là, je savoure d'autant plus cette sortie au livre de poche. Écoutez, donc à lire en poche pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le lire en grand format. Et on arrive donc déjà à la fin de cette émission. Merci Marc d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. Merci Eva d'avoir co-animé cette émission avec moi. Merci Walid, avec grand plaisir. Et puis je remercie évidemment Maëlys et Riyad qui ont aidé à la fabrication, conception de cette émission. Et La Fabrique, c'est une émission que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de streaming et sur friction.co. On a des transcrits aussi en anglais et en français. Donc rendez-vous sur le site. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci.